Fally Ipupa met les choses au clair sur le prétendu soutien du gouvernement. Mon concert au Stade de France n'a besoin de personne. L'artiste congolais Fally Ipupa a tenu à lever toute équivoque ce jeudi 6 novembre lors d'un entretien exclusif accordé à la radio Top Congo FM. Depuis la France, où il prépare activement son concert historique prévu au Stade de France, la star congolaise a répondu sans détour aux rumeurs affirmant que son événement bénéficierait d'un financement du gouvernement de la République démocratique du Congo. Avec un ton ferme et posé, Fally Ipupa a tenu à rétablir la vérité. Par respect pour le peuple congolais et pour ma carrière, je ne veux pas que les gens viennent la souiller. Mon concert au Stade de France n'a besoin d'un quelconque soutien. J'ai un producteur, tout est déjà bien organisé, je ne suis au courant d'aucun soutien officiel. Ces déclarations interviennent après plusieurs jours de spéculation sur les réseaux sociaux où certains internautes affirmaient que les autorités congolaises participeraient financièrement à la logistique du spectacle. Une version que l'artiste a catégoriquement démentie, rappelant que sa réussite repose avant tout sur son travail, son équipe et le soutien de ses fans. Poursuivant son intervention, l'interprète de Un coup de bleu a directement interpellé la ministre de la Culture, Yolande Elébé, l'invitant à clarifier la situation. Je demande respectueusement à notre ministre de la Culture de prendre la parole afin d'éclaircir l'opinion. Évitons ce genre de bêtises. Depuis le début de ma carrière, le gouvernement congolais ne m'a jamais donné ne serait-ce que 10 $. Fally Ipupa a également tenu à rappeler que la réussite d'un artiste congolais à l'international ne devrait pas être source de suspicion, mais de fierté nationale. Il a cité plusieurs artistes internationaux ayant déjà foulé la scène mythique du Stade de France sans l'appui de leur gouvernement. Burna Boy a joué au Stade de France, Ayana Nakamura et Jules y joueront aussi. Aucun de leurs gouvernements ne les a financés. Pourquoi, quand il s'agit d'un Congolais, faut-il chercher à salir? Le chanteur congolais, qui s'apprête à devenir le premier artiste d'Afrique francophone à se produire en solo dans cette enceinte mythique, a conclu son intervention par un message fort adressé à ses détracteurs. Ceux qui sont aigris de voir un artiste congolais évoluer avec professionnalisme, vous allez souffrir longtemps. Je jouerai au Stade de France comme un professionnel et ce ne sera que les débits. Avec ses concerts prévus pour 2026, Fally Ipupa attend inscrire son nom dans l'histoire de la musique africaine contemporaine. En réaffirmant son indépendance artistique et financière, il envoie un signal fort. Le talent congolais n'a besoin d'aucun soutien politique pour briller sur la scène mondiale. Un coup de gueule maîtrisé, empreint de fierté et de détermination à la hauteur de l'événement qui s'apprête à offrir au monde entier. Kingakati, un espace touristique de Joseph Kabila, est fermé temporairement à cause des attaques du groupe armé Mobondo. Le ferme de l'ancien président de la République Joseph Kabila, fermé temporairement après une alerte liée à la sécurité. Le célèbre parc de la vallée de l'Antsele, communément appelé parc de Kingakati, propriété de l'ancien président Joseph Kabila, a annoncé la fermeture exceptionnelle de ses portes pour le week-end du 8 au 9 novembre 2025. Situé à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Kinshasa, ce vaste domaine touristique et écologique ne recevra aucun visiteur durant ces 2 jours en raison d'une alerte sécuritaire jugée sérieuse. Dans un communiqué publié ce vendredi soir, la direction du parc a précisé que cette mesure était prise par souci de garantir la sécurité des visiteurs et du personnel. Après des incidents signalés dans plusieurs villages environnants. Sans entrer dans le détail, le texte évoque un contexte de tensions liées à des menaces attribuées à la milice Mobondo, un groupe armé particulièrement actif dans l'ouest de la République démocratique du Congo depuis 2022. Cette fermeture préventive intervient quelques heures seulement après qu'une alerte sécuritaire a été émise par le responsable du site, faisant état d'un risque d'incursion armée. La milice Mobondo, issue des tensions communautaires entre le peuple Teke et Yaka dans la province du Maïnombe et du Kwilu, a déjà été impliquée dans plusieurs attaques meurtrières et déplacements massifs de populations. Les autorités locales informées de la menace auraient aussitôt renforcé la présence militaire dans la zone.
Selon les sources concordantes, une équipe de forces armées de la République démocratique du Congo a été déployée aux abords du parc pour évaluer la situation et sécuriser le périmètre. Le parc de Kingakati constitue l'un des sites éco-touristiques majeurs de la capitale congolaise. Créé sous la présidence de Joseph Kabila, il abrite une faune variée, des espaces de détente, des loges, ainsi qu'un vaste domaine agricole et forestier. Il accueille régulièrement des visiteurs nationaux et étrangers, mais aussi des activités privées et officielles. La direction du parc a par ailleurs précisé que le client ayant déjà réservé des activités ou des séjours seront contactés individuellement afin de convenir d'un report plus tôt ou d'une solution alternative. Nous comprenons la déception que cette décision peut engendrer, mais elle est nécessaire dans le contexte actuel, conclut le communiqué. Cette situation relance les débats sur la persistance de foyers d'insécurité dans certaines zones périphériques de Kinshasa, sur la nécessité de renforcer la surveillance autour des sites sensibles. En attendant, la population locale espère un retour rapide au calme et la réouverture prochaine de ce lieu emblématique de détente et de tourisme écologique. En RDC, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, engage des poursuites judiciaires contre ses harceleurs. La chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba, a annoncé ce vendredi 7 novembre avoir engagé des poursuites judiciaires internationales contre plusieurs individus et médias qu'elle accuse d'harcèlement, de diffamation et atteinte à sa vie privée. Cette décision intervient après la diffusion sur les réseaux sociaux des propos qu'elle qualifie de mensonges et diffamatoires autour de sa vie personnelle et de sa grossesse. Dans un communiqué rendu public à Kinshasa, la ministre des Affaires étrangères dénonce une campagne de dénigrement ciblée orchestrée selon elle dans le but de nuire à sa réputation et de fragiliser son autorité politique. Thérèse Kayikwamba regrette que cette campagne malveillante ait cherché à exploiter un moment intime de sa vie familiale pour l'attaquer sur le plan personnel et professionnel. Ces attaques ont tenté de souiller ce qui aurait dû rester un moment d'intime et de joie pour ma famille. Elles ont aussi cherché à me décrédibiliser et à affaiblir ma voix dans l'exercice de mes fonctions, a-t-elle expliqué dans sa déclaration. La ministre affirme vouloir répondre avec fermeté et responsabilité à cette vague de harcèlement en ligne qui, selon elle, s'inscrit dans une tendance inquiétante de banalisation du mensonge et de la haine sur les réseaux sociaux. J'assume pleinement ma responsabilité de protéger mon enfant, de préserver ma famille et de poursuivre avec sérénité et concentration l'exercice de mes fonctions face à la banalisation du mensonge, a-t-elle souligné. Pour donner suite à ces accusations, Thérèse Kayikwamba a mandaté le bureau Altius basé à Bruxelles afin d'engager des poursuites pour diffamation, atteinte à sa vie privée et propagation de fausses informations. Ces actions judiciaires seront initiées dans plusieurs pays, notamment la Belgique, la Suède, les États-Unis, où opèrent les personnes mises en cause. Des individus et médias sont spécifiquement visés par ces procédures. Pero Louara, opérant depuis la Belgique, responsable de la chaîne CPL TV, Emmanuel Banzouzi, responsable de la chaîne Bishop National, opérant depuis la Suède. La ministre a précisé que d'autres acteurs pourraient être identifiés au cours de l'enquête, en fonction des responsabilités établies par la justice. Cette démarche judiciaire rare à ce niveau de l'État témoigne de la volonté de la chef de la diplomatie congolaise de faire respecter la dignité de femmes exerçant des fonctions publiques, souvent exposées à la désinformation et à cyberharcèlement. En attendant les suites judiciaires, Thérèse Kayikwamba assure qu'elle demeure concentrée sur ses missions diplomatiques et sur la représentation internationale à la République démocratique du Congo, tout en affirmant sa confiance dans la justice pour rétablir la vérité. Affaire Honorine Porsche, 10 ans de prison contre Enadjida, les officiers acquittés et 5 000 $ accordés à la victime. La cour militaire de Kinshasa Gombe a rendu jeudi 6 novembre 2025 un verdict très attendu dans l'affaire des traitements inhumains et dégradants infligés à Honorine Porsche, une femme accusée de braquage à la Raobank Victoire le 16 octobre dernier. Ce procès qui a suscité une vive émotion dans l'opinion publique congolaise s'est soldé par la condamnation d'Enadjida
Djida de 10 ans de prison tandis que les officiers co-accusés ont été acquittés. Selon les jugements prononcés en audience publique, la Cour a reconnu Djida coupable de violences graves et d'atteinte à la dignité humaine en violation du Code de justice militaire et des conventions internationales ratifiées par la République démocratique du Congo. Les magistrats ont également ordonné le versement à la victime d'une indemnité de 5 000 $ américains à titre de dommages et intérêts. Toutefois, le dossier reste loin d'être clos. Les avocats de la partie civile, tout comme ceux de la défense, ont immédiatement annoncé leur intention de faire appel à cette décision, estimant que le jugement ne reflète pas totalement la gravité de fait ni la responsabilité hiérarchique des officiers impliqués. Cette affaire remonte du 16 octobre 2025 lorsqu'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrait Honorine Porche malmenée, déshabillée et interrogée de manière brutale par les militaires. Les images avaient choqué l'opinion publique et suscité une vague indignation nationale, obligeant les autorités militaires à ouvrir une enquête d'urgence. Pour de nombreux observateurs, ce verdict marque une avancée symbolique dans la lutte contre les violences institutionnelles et l'impunité au sein des forces de sécurité congolaises. Cependant, il soulève aussi des questions sur la chaîne de commandement et la responsabilité morale de supérieurs hiérarchiques qui ont été blanchis par la Cour. Parallèlement à ces procès disciplinaires, une seconde procédure judiciaire est en cours devant le tribunal militaire de garnison Kinshasa-Gombe, cette fois-ci pour le braquage présumé de la Braobank Victoire. Dans cette affaire distincte, Honorine Porche et 4 policiers sont poursuivis pour vol à main armée, terrorisme et association de malfaiteurs. Le tribunal a programmé pour ce vendredi 7 novembre 2025 une descente sur le lieu de crime à l'agence Braobank Victoire afin d'effectuer une reconstitution de faits. Cette étape s'annonce cruciale pour déterminer les responsabilités exactes de ces dossiers à multiples rebondissements. Entre la condamnation partielle rendue dans le premier procès et la suite de la procédure pour le braquage, l'affaire Honorine Porche continue de diviser l'opinion. Pour certains, elle relève de la fragilité du système judiciaire face aux abus du pouvoir. Pour d'autres, elle constitue une opportunité de prouver que la justice militaire congolaise peut agir avec fermeté et impartialité. Au Brésil, ouverture du sommet climatique de Belém, le dirigeant mondial appelle à une action urgente avant la COP30. À quelques jours du lancement officiel de la 30e conférence de parties sur les réchauffements climatiques COP30, prévue pour le 10 novembre 2025, le sommet climatique de Belém a été officiellement ouvert ce jeudi 6 novembre à hangar centre de convention de l'Amazonie, dans la ville brésilienne de Belém, dont Pará. Cet événement préliminaire placé sous les signes de l'urgence climatique a réuni une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement venus de 5 continents, accueillis par leur hôte, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. La journée inaugurale a été marquée par une série de discours solennels mettant en lumière la nécessité de renforcer la coopération internationale face à l'accélération du dérèglement climatique. En ouvrant les travaux, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dressé un constat sévère sur l'état de l'engagement mondial depuis la signature de l'accord de Paris en 2015. Nous avons échoué à limiter les réchauffements climatiques à 1,5 degrés Celsius, l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris. Cet échec est collectif et met en danger notre avenir commun, a-t-il déclaré, appelant le pays industrialisé à tenir leurs promesses financières envers les nations les plus vulnérables. De son côté, le président brésilien Lula da Silva a réaffirmé son ambition de faire de l'Amazonie un symbole de la lutte mondiale contre les réchauffements climatiques. Dans une annonce saluée par plusieurs partenaires internationaux, il a lancé la création de fonds pour les forêts tropicales éternelles, Forest et Tropical Forest Forever Fund, un mécanisme destiné à soutenir la préservation des forêts et la protection des communautés autochtones plutôt. Les forêts tropicales ne sont pas seulement le patrimoine du Brésil ou du Congo, mais celui de toute l'humanité.
protéger l'Amazonie, le bassin du Congo et les forêts d'Asie du Sud-Est, c'est protéger la vie sur Terre, a insisté Lula da Silva. Parmi les dirigeants africains présents à Belém, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a livré un message fort axé sur la responsabilité partagée, mais différenciée des États face à la crise climatique. Il a rappelé que la survie de la planète dépend largement de forêts, en particulier celle du bassin du Congo, souvent qualifiée de deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie. 10 ans après l'adoption de l'accord de Paris, l'ère ne plie aux promesses mais à l'action. Il nous faut agir vite et honorer les engagements souscrits, a-t-il exhorté. Le président Tshisekedi a également plaidé pour une répartition équitable de financement climatique, estimant que le pays africain, bien que faiblement pollué, en subissent le plus lourd des conséquences. Il a insisté sur la nécessité de soutenir le programme de reforestation, de gestion durable des ressources naturelles et de transition énergétique verte. L'ouverture du sommet climatique de Belém donne ainsi le temps des négociations à venir lors de la COP30 qui s'annonce décisive pour la mise en œuvre de nouveaux engagements climatiques. Entre constat, échec et appel à la responsabilité, les dirigeants présents à Belém semblent unanimes sur un point. L'avenir de la planète dépend désormais de la capacité de la communauté internationale à transformer les discours en actions concrètes. COP30 au Brésil, Félix Tshisekedi annonce la fin du processus de Doha et de Washington et renforce la coopération avec le Brésil. Au terme de son séjour de 48 heures à Belém, au Brésil, où se tient le sommet climatique de la COP30, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré jeudi soir la diaspora congolaise installée au Brésil. Dans une allocution brève mais chargée de symboles, le chef de l'État a annoncé une avancée majeure sur le front diplomatique et sécuritaire. La conclusion imminente du processus de Doha et de Washington, des initiatives internationales destinées à ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. S'exprimant à Lingala, l'une des 4 langues nationales du pays, le président Tshisekedi a déclaré « Je suis heureux de vous annoncer que le processus de Doha et de Washington vont connaître un aboutissement heureux dans le prochain jour. Dans les jours qui suivent, la Maison-Blanche va nous adresser l'invitation officielle pour aller signer l'accord de paix. » Ces propos, largement salués par le membre de la diaspora présent à la rencontre, marquent une étape cruciale dans les efforts diplomatiques entrepris depuis plusieurs mois pour stabiliser la région des Grands Lacs. Le processus de Doha, mené sous la médiation du Qatar, et celui de Washington, appuyé par les États-Unis, vise à réunir les acteurs régionaux autour d'un accord global de paix et de sécurité mettant fin à des années de conflits armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Tout en affichant son optimisme, le chef de l'État a toutefois tenu à impérer l'enthousiasme plutôt, soulignant que la mise en œuvre de ces accords nécessiterait vigilance et engagement de toutes les parties prenantes. Nous devons rester prudents et unis. L'accord de paix ne sera qu'un début. La vraie victoire, ce sera sa mise en application effective sur le terrain. Outre les questions de paix et de sécurité, Félix Tshisekedi a également évoqué ses échanges bilatéraux avec son homologue brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Les deux dirigeants se sont entretenus en marge de la COP30 sur le renforcement de la coopération sud-sud entre Kinshasa et Brasilia. Selon le président congolais, la RDC et le Brésil partagent des intérêts stratégiques communs dans plusieurs domaines. La sécurité régionale, le commerce, l'agriculture durable et la protection de la biodiversité. Et il a rappelé que les deux pays dotés d'immenses forêts tropicales jouent un rôle central dans la lutte mondiale contre les changements climatiques. Le Brésil et la RDC sont les deux poumons verts de la planète. Ensemble, nous pouvons peser davantage dans les discussions internationales et promouvoir une approche équitable du développement durable, a souligné le président Tshisekedi. Cette visite à Belém, ponctuée par la participation du chef de l'État congolais à plusieurs panels sur la transition écologique, s'inscrit dans le cadre de la diplomatie environnementale active menée par Kinshasa depuis plusieurs années. En s'adressant à la diaspora congolaise du Brésil, Félix Tshisekedi a conclu sur une note de fierté et de dignité.
Partout où nous allons, nous devons porter haut les couleurs du Congo. L'avenir de notre pays dépend de la paix et de la stabilité, de la solidarité entre le fils et fille.